Répondre à vos questions avec Diane Lamar, pharmacienne, et le docteur Samer Daher qui sont avec nous. Vous avez vu cette nouvelle de dernière heure là, qui arrive d'Ottawa, la docteur Tam, qui dit simplement qu'il faut porter un masque, pas un masque qui est destiné bien sûr au secteur hospitalier parce qu'on en a terriblement besoin, mais j'aimerais vous entendre sur le type de masque qu'on pourrait porter parce qu'elle dit que ça pourrait être une façon de se protéger et de protéger les autres. D'abord, docteur Samer. Moi, je vous dirais bonjour pour commencer. Oui. Les masques, présentement, on n'en a pas beaucoup. On essaie de les garder pour les travailleurs de la santé. Si on trouve des masques, il y a des gens sur YouTube, il y a plein de façons, il y a plein de vidéos qui vous montrent comment produire des masques ou certains foulards que vous pouvez mettre. Ça peut être un protecteur ou un filtre plus unidirectionnel que bidirectionnel. Donc, pour nous, si on tousse, d'empêcher de sortir les micro-gouttelettes qui peuvent contaminer les autres. On dit un masque non médical. Qu'est-ce qu'on entend par là, Diane? Ben, on voit, par exemple, les centres de prévention et de contrôle des maladies aux États-Unis ont mis en ligne effectivement hier des exemples. Alors, ça peut être tout simplement un mouchoir, un tissu, un mouchoir qu'on replie et à qui on fait prendre la forme, et puis on met des élastiques au bout. C'est ce qui était montré là par ces centres qui sont quand même une référence américaine. Et donc, on l'applique. Mais je redis ce que Dr Daher a dit, il faut faire très attention. Il faut vraiment continuer à garder le 2 mètres de distance parce que ce qu'on réussit à ralentir, c'est la transmission des gouttelettes de la bouche, mais il en passe quand même parce que ces masques-là ne sont pas hermétiques. Et quand on les enlève, il faut vraiment les laver à l'eau chaude et au savon et faire attention de ne pas les toucher pour pas se contaminer, puis toujours se laver les mains comme il faut parce que si on a recueilli effectivement des particules du virus, ben on veut pas les propager d'une autre façon. Mais donc simplement, il y a des mesures là, on peut le faire avec un petit foulard, on peut le faire avec un morceau de tissu, petit linge à vaisselle par exemple pourrait, d'après ce qu'on nous montre, là, pourrait jouer ce rôle-là, mais on se rappelle que c'est juste un filtre très imparfait. C'était la recommandation ce matin là, de la Santé publique du Canada. Merci. Docteur Daher, d'abord, Carole vous demande, est-ce que des grands-parents peuvent recevoir leurs petits-enfants afin de donner une pause aux parents? On y va avec ce que la santé publique nous dit toujours, c'est que non, on essaye justement de faire la distanciation et de rester chacun chez soi. Là, s'il y a des circonstances exceptionnelles, on peut le comprendre, mais si les circonstances sont pas exceptionnelles, non, on préfère que chacun reste chez soi à ce moment-là. Pour Diane, Stéphane, si on a le virus, mais qu'on est asymptomatique, on va être contagieux pendant combien de temps? Et peut-on le transmettre à quelqu'un d'autre? Oui, alors c'est une grande question et c'est une énigme. Je suis encore allée voir là, sur le site de l'Institut national de santé publique et on n'a actuellement aucune information quant à la durée, à l'ampleur ou à l'importance de la contagiosité des gens qui sont sans symptômes. Donc, à ce moment-ci, c'est très difficile de pouvoir contrer cette mesure-là. Quand les gens ont des symptômes, la période d'incubation est habituellement de 3 à 4 jours. La médiane est de 5 jours, puis ça peut aller jusqu'à 14 jours. C'est pour ça qu'on met un isolement de 14 jours. Et pour les gens qui sont complètement asymptomatiques, combien de temps les gens restent contagieux? On ne le sait pas actuellement. Je ne suis pas Dr Daher si vous avez plus de précisions, mais ce que je voyais ce matin encore, c'était... Je vous dirais que je suis presque plus symptomatique, mis à part la petite toux que j'ai, mais je suis allé passer mon test avant-hier pour savoir si je peux retourner au travail. Malgré le fait que j'ai pas de symptômes, je suis encore COVID positif. Alors, oui. Alors, malheureusement, je suis encore en attente à la maison. Bon, merci de répondre à nos questions quand même. Docteur Daher, pour vous, Roxane Boisclair dit « J'ai passé quelques jours en Floride. C'était au début du mois de janvier. Et après mon retour, j'ai été malade, fièvre, difficultés respiratoires, fatigue et une pneumonie. J'ai été testé négative au H1N1. Est-il possible de savoir si c'était la COVID-19 et si j'en suis maintenant immunisé? » C'est difficile à savoir. Si vous aviez une pneumonie bactérienne comme décrite, probablement non. Les pneumonies peuvent donner les mêmes symptômes qu'un COVID. Mais à ce moment-là,
au mois de janvier, on n'avait pas encore la transmission communautaire au niveau de la Floride ou New York ou quoi que ce soit. Mais à prime abord, on va dire non, mais c'est impossible à vérifier. La seule façon peut-être de voir, c'est de tester par une sérologie, par une prise de sang, voir si les anticorps contre le COVID, si vous les avez dans le sang, mais présentement, ça, à ma connaissance, ça se fait pas encore. Pour Diane Lamar, M. Girard, on recommande de ne pas prendre d'ibuprofène si on est atteint de la COVID, mais on teste la colchicine. Ce sont pourtant 2 anti-inflammatoires. Oui, mais qui ont des mécanismes d'action très différents, Pierre, et c'est ça qui les caractérise. La colchicine, elle va agir au niveau de d'autres médiateurs chimiques pour faire son effet anti-inflammatoire. Avec l'ibuprofène, ça agit au niveau des prostaglandines, mais on a aussi, et l'INES a envoyé un rapport, là, c'est l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux là, du Québec, et on sait qu'avec les anti-inflammatoires, on peut avoir un effet sur les neutrophiles, qui sont une sorte de globules blancs qui viennent nous aider à combattre une infection. Et l'ibuprofène aurait, et je dis bien là, aurait, mais un effet qui diminuerait la capacité d'action de ces neutrophiles-là, donc qui n'aiderait pas et qui pourrait même avoir un effet négatif pour combattre l'inflammation au niveau des poumons qui est causée par la COVID. Et d'autres informations d'études au Royaume-Uni qui disent que quand les gens ont une infection respiratoire, le fait de prendre l'ibuprofène aurait augmenté les risques d'infarctus. Alors, sur ces 2 éléments-là, actuellement, même si on n'a pas toutes les données, on considère que c'est plus prudent d'éviter les anti-inflammatoires comme l'ibuprofène. Par contre, la colchicine qui agit par des mécanismes d'action totalement différents pourrait avoir un effet bénéfique, puisque le but ultime, c'est de diminuer l'inflammation au niveau des poumons, mais par la bonne route, je vous dirais. Oui. Maintenant, Linda Bouchard, pour Dr Daher, si nous restons confinés pendant plusieurs semaines, est-ce que notre système immunitaire va être affaibli? Pas nécessairement. Le système immunitaire a quand même une bonne mémoire parce que lorsqu'on attrape une infection, on a 2 types d'anticorps qui sont là, qui naissent, des anticorps immédiats qui vont procurer une certaine immunité immédiate dans les 2-3 premières semaines. Ensuite, pardon, on a d'autres sortes d'anticorps par après qui vont rentrer dans notre système, qui vont être créés dans nos systèmes, qui sont des anticorps de moyen et long terme qui arrivent normalement au bout de 2 à 6 semaines puis qui restent pendant des mois et des mois. Donc, on n'a pas le temps encore de perdre une immunité parce qu'on est confiné à ce point-là, non. Ben voilà, merci beaucoup tous les deux. Faites attention à vous, Dr Daher.